journée des rencontres annuelles à la Banque mondiale où Parlons de business et sa communauté a été invitée. Donc, on remercie encore une fois de plus ces personnes qui pensent que Parlons de business peut représenter les entrepreneurs à la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous allons cibler certains événements bien précis. Okay? Premièrement, l'employabilité comme d'habitude, l'emploi en Afrique, donc pour les Africains. Deuxièmement, l'agriculture. Il y a une phrase que j'ai entendue hier qui m'a fait un peu titiller, dans le bon sens, qui disait que l'agriculture peut résoudre plus de la moitié des problèmes en Afrique. J'ai dit, ah, ok, nous devons assister à cette conférence-là. Troisièmement, renforcement des capacités en Afrique. Et quatrièmement, la petite série sur le gâteau que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo. On commence la journée en force et avec l'énergie des vrais entrepreneurs. Allons-y les gars. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Ce qui achève la session sur l'agriculture, franchement, les gars, c'est assez urgent d'avoir ces informations-là. Je vais déjà vous donner des chiffres pour commencer, ok? 1,2 milliard de personnes vont chercher de l'emploi dans les pays en voie de développement. Sur le 1,2 milliard de personnes, et ça c'est les projections de 2050, seulement 400 000 emplois seront disponibles. En d'autres termes, on a plus de 800 000 personnes qui n'auront pas d'emploi. Une autre statistique qui m'a également accroché, 75% des pauvres sont dans les régions reculées, donc dans les villages, et tout ce qui n'est pas urbain, donc à l'extérieur. Maintenant, si on met toutes ces données ensemble, on se rend compte qu'il y aura une grosse demande. Et ça se rattache vraiment par rapport aux informations que j'ai partagées hier. Une grosse demande qui arrive sur le marché de l'emploi et l'Africain n'est pas prêt pour ça. Il y a une des invitées apparemment très connue au Nigeria. Elle est à la tête de Ace Food et elle, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle se concentre, ou son organisation, sa compagnie se concentre dans les villages. Elle emploie 90% des femmes qui sont très souvent plus productives que les hommes. Pas assez surprenant parce que ça me ramène vraiment à ma propre expérience dans la microfinance. Et où justement, elle a pour but de divulguer l'information dans l'agriculture. Il y a des choses qu'elle a mentionnées et ça, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup touchée. Elle a dit, non seulement, je parle toujours de la même dame nigériane, elle a dit que l'Afrique peut non seulement se nourrir, mais nourrir le monde. Et ça, c'est une phrase que j'aimerais vraiment qu'on retienne. On a encore 60% des terres arables, on est encore dans le bio. Laissez-moi répéter ça, je pense que depuis 2021, je casse les oreilles des gens avec ces affaires de bio. On est encore dans le bio. La technologie, côte à côte avancée, dans le milieu de la nourriture a prouvé ses limites. Et je pense vraiment, je suis une de ces personnes qui pensent qu'on devrait revenir à ce qui est naturel. Notre nourriture, c'est notre médicament. Donc pour éviter par exemple d'avoir des challenges ou des maladies très répandues ici aux États-Unis, cancer, diabète, c'est important de contrôler ce qu'on met dans la bouche. Seulement ici aux États-Unis, on a plus de 2 millions de cas de cancer enregistrés. Et ces cas-là, ce sont les cas qui se sont déclarés. Qu'en est-il de ceux qui ne savent même pas qu'ils sont malades? Donc c'est très grave. Donc, par rapport au potentiel de l'Afrique, c'est énorme, énorme. Le premier point qu'on a mentionné, ce sont les engrais. Je suis une de celles-là qui dit et qui pense vraiment dans ces trucs que c'est important d'avoir des engrais bio. Est-ce que c'est faisable de faire des engrais bio? Bien sûr. J'ai un champ de plusieurs hectares, un domaine agricole de plusieurs hectares où on vous a montré que c'est faisable.
Okay? Et la connaissance est disponible dans plusieurs fermes de renom en Afrique, dont la ferme Sungai. Donc encore, je tire mon chapeau à ce qu'ils font là-bas. Okay? On a le système des graines, toujours en termes d'avantages. On a toujours des graines productrices, on a des graines qui ont des nutriments, on a des graines qui sont pures, qui devraient être utilisées justement pour non seulement alimenter la population locale, mais qui sait, le fruit de ces graines-là peuvent être exportés avec le temps. Donc, gros avantage potentiel énorme. Deuxième potentiel, le challenge que les entreprises ont, surtout les entreprises agricoles, le challenge qu'elles ont de grossir. Donc là, on touch base encore le financement des entreprises. Même dans l'agriculture, c'est financement. Et je pense que tous ceux qui ont fait l'agriculture, vous savez que c'est ce qu'on dit en anglais cash intensive. Donc, beaucoup d'opportunités si ces entreprises-là ont la possibilité de grandir. Et troisième chose, ce dont j'ai parlé hier et que la dame de Ace Foods a encore mentionné, comme quoi c'est important, le transfert des connaissances. Très souvent, on lance nos business, on essaye d'employer des gens sur place, les gens ne sont pas qualifiés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On met l'argent, on met l'effort, on met la sueur, on met l'énergie. Et on ne devrait pas le faire. Parce que très souvent, ici en Occident, quand vous voulez embaucher quelqu'un, vous trouvez la personne qui a les qualifications et vous embauchez. En Afrique, ce n'est pas ça. Donc nous, entrepreneurs qui sommes sur le terrain, c'est un challenge qu'on a. Et c'est quelque chose, comme on dit, we have to close the gap. Okay? Parce qu'avant tout, nous sommes des créateurs d'emplois. Et si on veut bien le faire, il faut qu'on se rassure que les personnes qu'on embauche soient des personnes capables, justement, d'assumer les tâches pour lesquelles elles sont payées. Il y a également eu l'intervention de la ministre des Finances du Brésil. Ça, c'est très intéressant, son intervention. Et ça nous montre à quel point le Brésil est visionnaire. Ils ont en vision de nourrir 1 milliard de personnes. Notez ce chiffre-là. 1 milliard de personnes autour du monde. Et même pas en vision, ils sont en train de se rapprocher de ce nombre-là. Maintenant, la nuance sera où par rapport aux Africains? Parce qu'on est beaucoup un peu trop dans le copier-coller. Okay? J'aime bien rappeler aux gens que l'Afrique, c'est la terre-mère, entre guillemets. L'Africain à 300 000 ans, c'est l'aîné. On devrait prendre l'exemple sur l'aîné. L'aîné ne devrait pas à tout prix suivre ce que les autres font. Nous, en Afrique, point de vue bien sûr personnel, ce qu'on devrait faire, c'est plus se concentrer sur l'aspect bio. J'aime beaucoup l'exemple du Brésil parce que vous allez vous rendre compte que c'est un pays qui part d'un pays du tiers-monde, un pays présentement en voie de développement. Certains même le qualifient de pays développé. C'est un pays qui a les mêmes conditions qu'en Afrique en termes de climat, en termes de région. Il y a beaucoup de similarités avec l'Afrique. Et donc, les techniques qu'ils utilisent au Brésil peuvent être justement recopiées ici du côté de l'Afrique. Mais le problème qu'on risque d'avoir, c'est qu'on ne veut pas se lancer dans tout ce qui est chimique. Parce que comme je l'ai dit, le chimique a fait ses preuves et a montré ses limites. Voilà un peu tout pour la première session ici. On va continuer avec la deuxième session. À tantôt. Session sur la création d'emplois et je vais vous laisser avec une phrase importante et clé. Très simple mais super importante. L'emploi crée la dignité. C'est très important pour un être humain qu'il comprenne qu'il n'a pas été parachuté sur terre. Donc ce n'est pas un hasard que la personne soit là. La personne se doit justement d'avoir des compétences et de mettre ses compétences au service du peuple, soit à travers un emploi, donc qu'il obtient à travers une compagnie, soit à travers la création d'emplois ou la solution des problèmes, quand il devient justement entrepreneur. Et j'aime bien le rappeler, je le répète encore une fois de plus, l'entrepreneur crée d'abord un job pour lui, puis il crée un job pour d'autres personnes. Donc, je vous laisse avec cette ligne super importante qui m'a vraiment marquée. Avoir du boulot crée de la dignité. Avoir des compétences crée de la dignité. Et c'est très important pour nous de fermer le gap, le vide justement entre l'être humain et le boulot que cette personne mérite. Et la différence est souvent très simple, c'est juste des compétences. Voilà un peu tout pour cette session-ci. On continue la journée. À tantôt.
achevons la troisième journée avec une session très importante sur l'inclusion financière des femmes. Mesdames, les données que j'ai eues sont effrayantes. J'aimerais surtout qu'on sorte de cette session avec certaines leçons importantes. On a eu Mrs. Villanueva, la Mexicaine, qui a expliqué les initiatives justement lancées par le gouvernement mexicain et où on a vu une grosse différence justement de l'inclusion des femmes de 2020 en 2024. Donc en juste 4 ans, c'est inimaginable. Donc ce qu'elle disait, c'est qu'en 2020, il y a un gros changement de politique au Mexique où on promouvait le financement des femmes. Okay? Donc c'était un travail vraiment coordonné entre le gouvernement et le secteur privé. Il y a également eu des créations de solutions pratiques par rapport aux femmes, entre autres les positions de leadership, donc tout ce qui entourait les questions des femmes avant justement que le gouvernement n'entre en jeu en 2020. C'était souvent des questions qui étaient débattues par les hommes. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les Africains. Vous voyez, ce sont les Blancs qui débattent de nos problèmes, qui débattent également de nos solutions. Et souvent, c'est très important d'avoir la personne dont on parle à la table du débat. C'est même encore mieux quand la personne en question prend le lead, parce qu'il n'y a rien de mieux que la cible pour expliquer exactement comment elle se sent, pour expliquer c'est quoi le problème et donc c'est quoi la solution. Donc, gros changement au Mexique par rapport au leadership. On a donné les rênes aux femmes de prendre leurs décisions. Et ils ont créé une institution qu'ils appellent le National Institute for Women, qui promeut les femmes, l'éducation financière. Okay? Ils ont également parlé des données du Rwanda. Ça, je pense que c'est un des pays qui est les plus sérieux dans ce monde par rapport à l'inclusion des femmes. Vous n'avez juste qu'à regarder les personnes qui entourent le très fameux, entre guillemets, Kagame. Okay? Donc, au-delà des mots, on a une certaine implémentation. Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup choquée. Hein. Ça m'a choquée. Et maintenant, je peux comprendre pourquoi certaines personnes disent certaines choses sur les femmes qui bougent. On dit que les femmes, d'après les données, les statistiques, les femmes repayent mieux. Entre 10 et 15% mieux que les hommes. Par contre, quand elles vont faire les demandes de prêts, elles sont celles à qui on accorde moins de prêts. Vous vous rappelez, je vais raconter moi mon histoire personnelle de la microfinance que j'ai lancée du côté de la Tanzanie. Quand je donnais les statistiques, les gens étaient du genre, mais elle parle de quoi? C'est ma microfinance. On était sur le terrain avec les données. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on investit dans la femme, on a 4 fois plus de chances d'être impactful, d'avoir de l'impact. Dans mon organisme, par exemple, on s'est rendu compte des données aberrantes. 90% des revenus des femmes sont réinjectés dans la famille. L'éducation des enfants, la nourriture, le savings. Contrairement aux hommes, on a moins de 30%, c'est effrayant ce que je dis, moins de 30% des revenus des hommes sont injectés dans la famille. Et on remarque que quand on compare ces chiffres-là, quand on investit dans la femme, on a un impact plus fort que si on investit dans l'homme. Et la donnée que je vous ai donnée tout à l'heure, elles sont de très bons créditeurs. Donc pourquoi est-ce que quand elles vont faire les prêts dans les banques, et sachant même que les prêts qu'elles font sont souvent moindres par rapport aux hommes, on leur refuse les prêts en question? C'est une des questions à se poser. Et aussi, il y a une des données que 2 participants ont discuté. Une qui disait justement que non, les femmes n'aiment pas le risque. L'autre disait que non, elle n'est pas d'accord avec. Les femmes sont plus conscientes du risque. Moi, personnellement, qu'elles n'aiment pas qu'elles soient conscientes, il faut que les femmes s'assument un peu plus. Il faut que les femmes aient un peu plus confiance en elles. Et il faut qu'elles avancent. Pour moi, personnellement, je ne trouve pas normal. Et ça, je le dis principalement aux femmes. Je ne trouve pas normal que quand on demande à une femme, cite-moi tes modèles de réussite, il y a des hommes dans la liste. Ça veut dire qu'il y a un problème déjà au niveau de la manière qu'elles se perçoivent. Et très souvent, c'est un peu comme moi, j'aime bien beaucoup faire l'amalgame avec les noirs. Hein. Quand on dit à un noir, cite-moi c'est qui tes modèles, il ne cite que les blancs. Mon gars, ou la go, c'est comment? Ok, donc il faut apprendre à diversifier, il faut apprendre à avoir des modèles qui nous ressemblent. Et quand on dit modèle, si vous voyez une femme courageuse, une femme qui défonce les portes, inspirez-vous de son modèle. Parce qu'elle sait exactement ce par quoi vous allez passer. Si vous voulez prendre le même chemin qu'elle, elle n'a pas la même expérience qu'un homme qui se lance dans ça. La même chose, parce que c'est important pour moi de faire des analogies. Quand vous êtes un noir et vous vous inspirez par exemple d'un blanc, il n'y a rien de mal à ça.
Mais par exemple, dans le business, je suis désolée, en tant que noir, il y a beaucoup de barrières qu'on aura. Donc, quand on ne prend que, pour exemple, des blancs, excusez-moi, la réalité va strike. Donc, en fait, pour moi, c'est important de prendre cette analogie de la couleur de la peau aux gens et que les femmes comprennent que c'est important pour elles. Une femme qui s'assume, une femme qui embrasse qui elle est, c'est une femme qui a des exemples de femmes noires. Une femme, par exemple, qui est intéressée par l'entrepreneuriat. Si on dit, donne-moi ton top 3, si dans le top 3, là, il n'y a pas 2 femmes, il y a un problème très sérieux. Donc, c'est ça, on finit dans la journée, cette 3e journée, avec cette session-ci, inattendue. C'est une session que, franchement, moi, personnellement, j'hésitais à faire, mais je suis très contente d'y aller. Ça m'ouvre les yeux sur l'attitude, parfois, de certaines femmes qui se mettent beaucoup de barrières dans leur tête. Alors que c'est assez facile de se lancer en business, c'est assez facile. Une fois que vous cassez les barrières dans la tête, vous foncez. Et on a prouvé maintes fois, la femme est plus efficace que l'homme. Il n'y a rien de mal à ça. Okay? C'est un bon créditeur, c'est quelqu'un qui gère bien le business. Elle gère beaucoup le business avec du cœur. Et pour celles ou ceux qui ont des employés, vous savez qu'avoir un cœur quand on a des employés, c'est important. Vous devez connaître le nom de vos employés, vous devez savoir l'employé a combien d'enfants, c'est quoi les difficultés. Vous devez être humain avec l'employé. Et la femme a ça naturellement. En plus des avantages de juggling with many tasks, de jongler entre plusieurs tâches. On l'a naturellement. Donc ça, c'est un cri de cœur aux femmes entrepreneurs de la chaîne, aux aspirantes femmes entrepreneurs de la chaîne. Ayez confiance en vous. Et ça résume la 3e journée ici à la Banque mondiale. On se voit demain. Bye.